Quel jugement portez-vous sur les résultats du premier tour des législatives en Martinique? Je déplore évidemment le niveau de l'abstention. Nous avons essayé de faire passer une conviction, c'est que ces élections législatives sont plus importantes que toutes celles qui ont précédé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une conjoncture particulière. La Martinique est dans une situation véritablement catastrophique sur le plan économique, social, mais également sur le plan politique à cause de la domination d'un clan, j'ai souvent fait allusion à ça, qui pratiquement a mis un mode de comportement politique, des conceptions qui mettent en cause la vie démocratique et qui constituent un péril pour plus tard, et notamment dans la perspective de la collectivité unique. Donc, ces élections-là étaient l'occasion pour les Martiniquais d'abord de confirmer ce qu'ils ont fait au présidentiel, c'est-à-dire dire nous voulons un changement. Le changement, c'est à la fois un changement de politique française et changement de politique ici en Martinique aussi. C'était aussi l'occasion de dire nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se passe à la région, c'est-à-dire une politique d'affichage sans résultat, et puis ce qui s'est passé au Conseil général, c'est-à-dire une stratégie basée sur la magouille, sur les combines politiques, pour aboutir à une situation de paralysie du Conseil général. Donc, nous avons développé ces idées-là, mais c'est vrai que le nombre de candidats a dérouté, et puis il faut dire que l'image donnée par beaucoup d'hommes politiques, vous m'entendez dire souvent que nous sommes maintenant dans une dégradation des mœurs politiques, et c'est vrai pour moi qui suis déjà un élu ayant un parcours assez long, jamais dans ma vie politique, je n'ai connu une période avec autant d'hommes politiques inconsistants sur le plan de la pensée politique. Jamais je n'ai connu autant d'hommes politiques magouilleurs, courant à la soupe là où ils ont un avantage, ce que j'appelle les caméléons politiques qui changent de couleur au gré de leurs intérêts. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis la constitution de cette coalition d'intérêts particuliers qu'on appelle Ensemble pour une Martinique nouvelle. Ils sont ensemble uniquement pour leurs intérêts, ils ne sont pas ensemble pour la Martinique, c'est évident. Et je pense que tout ça, évidemment, décourage un certain nombre d'électeurs. Ils se disent, bon, mais si c'est ça, c'est pas la peine d'aller voter. Alors c'est dommage, et moi je profite de l'occasion pour dire, au contraire, l'enjeu est extrêmement important. Et là, comme les choses sont clarifiées, il n'y a que des duels pratiquement, donc il faut aller voter. Si on est satisfait de la situation dans laquelle nous sommes, eh bien bon, aller confirmer cela. Et si on n'est pas satisfait, si justement on veut demander une autre manière de faire de la politique, en plus d'une autre politique, ben, il faut aller le dire. Et je crois qu'il y a aujourd'hui en Martinique, il y a un camp de démocrates dans lequel tous les partis n'ont pas la même vision d'un avenir institutionnel, mais ce n'est pas le sujet. Ils n'ont pas forcément les mêmes avis sur tout, mais ils se retrouvent sur un certain nombre de choses fortes. La démocratie qu'il faut sauvegarder et une certaine manière de gérer aussi les collectivités dans l'intérêt de la Martinique et une certaine conception de la politique qui doit être au service des concitoyens et non pas une manière de se servir soi-même, de servir ses intérêts particuliers. Hein. Donc c'est d'une part cet ensemble qui ne s'est pas structuré, mais on sent bien qu'il y a toute une série de partis, parmi lesquels il y a des partis indépendantistes. Mais bon, alors, en ce moment d'ailleurs, on voit que des gens du néo-PPM reprennent le vieux discours de la droite pour dire c'est des indépendantistes, enfin, comme si le débat c'est sur l'indépendance. Non, moi je n'ai pas de complexe à mener des actions avec des indépendantistes, même si moi je défends l'autonomie, parce que, eh bien, je tiens compte de la fiabilité des hommes, des objectifs pour la Martinique, aujourd'hui, pas dans un avenir indéfini, leur comportement politique et leur souci de respecter ce que décident les Martiniquais. Et puis de l'autre côté, il y a un camp de gens qui font semblant d'avoir fait un rassemblement, mais le rassemblement, ce n'est pas un rassemblement au sens du nôtre, c'est un assemblage hétéroclite d'intérêts particuliers. Je l'ai dit, et en réalité,
ils sèment la confusion dans les esprits, ils ont enlevé tout repère politique, mais repère moraux également. Hein, aujourd'hui, les gens ne savent plus à qui se fier, ils ne savent plus qui est qui dans ce camp-là, à semer la confusion et à dévaloriser l'action politique. Quels sont les atouts d'Alfred Marie-Jeanne à remporter la circonscription du Centre-Atlantique face à Louis-Joseph Monscourt, qui va bénéficier des reports de voix, probablement d'Edmond Mariette, mais déjà de Chantal Maignan? Oui, donc il est normal que Louis-Joseph Monscourt aujourd'hui bénéficie des soutiens de tous ceux qui aujourd'hui n'ont qu'une boussole. C'est un homme, c'est un leader, Serge Letchimy. On vous dit on va aller s'asseoir près de lui. Vous savez que certains à qui on demandait où allez-vous siéger, on va siéger à côté de M. Letchimy comme si c'est devenu une référence politique au moment même où il n'a même plus d'identité politique. Alors en fait, comme a dit quelqu'un, le letchimisme a tué le césarisme. C'est Carole qui a dit ça, c'est une phrase très forte et qui est très vraie. Ce que développe Serge Letchimy n'a plus rien à voir avec la pensée de Césaire. Y compris même sa conception de la collectivité à l'heure actuelle, le fait de vouloir une prime qui dénature la représentation du peuple, alors que Césaire disait que l'assemblée unique qu'il préconisait devait être à l'image du pays réel. Il répétait ça tout le temps, à l'image du pays réel. Si je prends seulement cet élément-là, sans compter bien entendu la démocratie, Césaire était un démocrate. Je n'ai jamais vu Césaire se comporter comme on le voit faire aujourd'hui à la région, au département et ailleurs, à Ville de Fort-de-France, etc. Donc là, je crois que nous avons en Monscourt aujourd'hui quelqu'un qui a renié d'ailleurs toutes ses convictions. Voilà un homme qui me reprochait d'être au PPM. Il me disait comment quelqu'un comme toi, tes conceptions sur le socialisme, etc., tu peux être dans un parti nationaliste. Je disais, j'ai enraciné mon socialisme dans une réalité de mon pays. C'est pour ça que je considérais que le PPM de Césaire, c'était un parti socialiste martiniquais en quelque sorte. C'est pour ça que je l'ai rejoint en 1978 et que j'y ai passé 28 ans de ma vie auprès d'un homme extraordinaire. Mais à cette époque-là, Césaire vivant, mais Monscourt a cautionné des oppositions à Césaire, et notamment 2 fois une candidature de M. Jean Couzol qui s'est présenté contre Césaire même à la mairie de Fort-de-France. Il a cautionné ça. Aujourd'hui, il est dans cet ensemble. On voit bien que ce n'est pas du tout pour des raisons idéologiques, pour des raisons nobles. C'est tout simplement parce qu'il a trouvé là une manière d'essayer de sauvegarder son siège de député. Il a pratiquement mis la Fédération socialiste de la Martinique. Ce qu'il en reste, il l'a mis pratiquement sous la tutelle du néo-PPM. C'est ça la réalité. Alors en face, eh bien, je pense que Alfred Marie-Jeanne, on peut ne pas être d'accord avec lui, surtout. On peut ne pas être d'accord avec lui sur le fait qu'il a toujours pensé qu'il fallait que le peuple martiniquais aille jusqu'au bout de la responsabilité. Bon, mais il a toujours dit que c'est le peuple qui disposait. Et on aurait pu croire que ce n'était là qu'une formule. Moi, j'ai découvert qu'il était vrai quand il disait cela, puisque lorsque les Martiniquais ont refusé, dans les conditions que l'on sait de désinformation, mais ils ont refusé la petite évolution vers un peu plus de pouvoir local dans le cadre de l'article 74 de la Constitution, ben, déjà c'était remarquable de voir des indépendantistes accepter d'appeler à voter pour une forme d'autonomie, mais vraiment la plus petite possible. Mais en plus, quand les Martiniquais ont dit non, qu'a dit Alfred Marie-Jeanne? Il a dit, moi je respecte ça. Et dans toutes les négociations que nous avons menées à Paris pendant que nous étions encore aux affaires, eh bien, il avait cette position. On doit respecter ce que les Martiniquais ont voté. Alors que ceux-là même, et Serge Letchimy le premier, qui ont dit aux gens qu'il fallait rester dans le droit commun, ils utilisent la nouvelle collectivité que les Martiniquais ont approuvée pour essayer d'imaginer une troisième voie. C'est quoi la troisième voie? Ben, la troisième voie, c'est une forme d'évolution institutionnelle, mais qui n'est inscrite nulle part. C'est une voie qui n'existe pas dans la Constitution, qui n'est que dans la tête de celui qui en parle. Personne ne sait où ça mène, quand on va l'emprunter, par quels moyens,
Et en tout cas, elle n'est inscrite nulle part. Eh bien, vous voyez là qu'il y a une tricherie. Voilà des gens qui ont dit restez dans le droit commun. Maintenant, ils disent dans le droit commun, nous allons faire un bond pour aller vers une autonomie la plus poussée possible, pour ne pas utiliser les termes qui pourraient effrayer certains. On dit il y a une troisième voie. Vous voyez, eh bien, moi, je considère que Alfred Marie-Jeanne est un homme honnête sur ce plan. Il a ses idées, mais il dit moi, je respecte ce que les Martiniquais ont voté. Ils ont voté quoi? Que l'on unifie conseil général, conseil régional, avec leur patrimoine, leurs compétences, leur budget et leur personnel. En ce moment, j'entends dire on dit au personnel que comme la collectivité unique sera quelque chose de créé, de nouveau, eh bien, le personnel n'a aucun droit acquis dans la nouvelle collectivité. Vous voyez, ça signifie bien qu'on dénature ce que les Martiniquais ont fait. Alors je crois que l'atout principal d'Alfred Marie-Jeanne, c'est de camper sur des principes, d'accepter la démocratie, hein, le verdict des urnes, ce que les Martiniquais ont décidé. C'est ce qu'on attend d'un homme politique, qu'il soit clair, qu'il respecte la démocratie, qu'il fasse toujours des choix clairs et transparents, et que ce soit aussi quelqu'un de ferme, capable d'aller dire non quand il faut dire non, oui quand il faut dire oui, et avoir un sens du service public. Je crois que face à des gens qui sont des zones-oleurs, qui sont des caméléons politiques, et qui, encore une fois, ne fonctionnent que par rapport à leurs intérêts électoralistes, voire quelquefois d'autres types d'intérêts, bien le peuple a tranché. Et son intérêt, c'est de trancher pour ceux qui ont des principes et qui s'y tiennent. Quelle est votre analyse sur la circonscription du Sud? Alors, dans le Sud, bon, je salue la très belle victoire d'un jeune politique. Enfin, il est encore jeune, il n'est plus pas tout jeune, mais enfin, il fait partie de la relève politique. Je veux parler bien sûr de Jean-Philippe Nilor, qui est un jeune que j'ai vu arriver au Conseil général, et je l'ai vu évoluer. Il a pris de la bouteille, comme on dit. En tout cas, il a toujours fonctionné très bien au Conseil général dans le cadre de la majorité de gestion que nous avions mise en place. D'ailleurs, au début, ce n'était qu'une majorité pour gérer. Petit à petit, on a pu, en travaillant ensemble, s'apercevoir qu'on pouvait aller plus loin dans la définition d'un avenir pour la Martinique, pour offrir une alternative. En tout cas, je l'ai toujours trouvé loyal, combatif, et je trouve qu'aujourd'hui, le score qu'il a fait, je ne veux pas évidemment jouer les prophètes avant samedi, mais selon toute logique, il sera élu. Nous sommes au moins sûrs, dans cette circonscription, que nous aurons un député qui va aller défendre non seulement les intérêts du Sud, les intérêts de la Martinique, en acceptant toujours d'en discuter tous les éléments avec tout le monde, mais qui va dire non à la mise en place d'une collectivité unique dans des conditions non démocratiques et avec des structures mettant en péril la démocratie et donc le développement. Donc moi je me réjouis de cette victoire qui paraît déjà presque sûre, et j'appelle à voter pour lui. Dans le Nord, Luc Luisant-Clémenté paraît être favori par le soutien de Génie Dulis-Petit. Quelles sont les forces de Nestor Azero? Alors, bon, quand vous dites le soutien de Génie Dulis-Petit, je trouve que ce soutien-là est peut-être pour lui un handicap, parce que franchement, être soutenu par quelqu'un qui est appelé à voter Sarkozy, tout en disant si je suis élu au législatif, je vais siéger à côté de M. Letchimy, qui est lui, apparenté socialiste à l'Assemblée nationale, c'est vraiment être soutenu par quelqu'un qui est justement dans ce travers que j'ai dénoncé au début. Et je suis très déçu parce que ce n'est pas l'image que j'avais au départ de cette femme, qui a travaillé au Conseil général. Bon, on ne l'entendait pas beaucoup, mais enfin, je la trouvais de bonne composition, et j'étais persuadé qu'elle serait allée de plus en plus dans le sens que nous préconisions d'un large rassemblement pour développer la Martinique, mais toujours avec le souci du respect des choix des Martiniquais et de la démocratie. Elle s'était rapprochée de nous au moment du grand débat sur
l'évolution vers l'article 74. Et sitôt qu'on a perdu, ça a été un refus. Une chose est de dire, bon, moi je m'incline, c'est ce que nous faisons. Bon, nous avons proposé quelque chose que nous pensions un plus. Les gens, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas compris. Il faut s'incliner devant le verdict, tout en continuant une pédagogie de la responsabilité. Et non pas se dire, puisque ça n'a pas marché, je prends l'inverse, du jour au lendemain. C'est d'ailleurs ce qu'a fait aussi M. Clémenté. Donc ce n'est peut-être pas étonnant qu'il se retrouve, parce qu'en fait, il n'a pas fait autre chose. J'ai le souvenir d'avoir fait campagne dans plusieurs quartiers de Schellcher, avec M. le président Clémenté, pour lequel d'ailleurs j'ai fait campagne au moment des municipales et des cantonales. Mais il faisait campagne avec moi, me présentait comme le meilleur des politiques possibles, son ami, etc. Et puis une fois que l'élection a été perdue, enfin la consultation sur le 74 a été négative, sans m'adresser un courrier, un coup de téléphone, rien du tout, il a basculé tout de suite avec ceux qui disaient que le 74 c'était quelque chose d'épouvantable. Il a pris le contre-pied de ce que lui-même il disait, mais sans préavis. Et depuis, il n'y a pas plus PPM, il n'y a pas plus les chimistes, etc. Et ce qu'il dit maintenant est tout à fait le contraire de ce qu'il disait avant. Donc là, je le classe dans, et comme les autres, comme ses soutiens, dans les caméléons politiques. Et pour moi, c'est un homme qui est prisonnier de la stratégie du patron de Ensemble pour une Martinique Nouvelle, le patron du néo-PPM. C'est une stratégie de conquête du pouvoir et de conquête absolue. Ils veulent tous les pouvoirs. Et je dis que si les Martiniquais sont d'accord pour ça, dans la clarté, on va s'incliner devant. Et des peuples peuvent décider d'eux-mêmes, démocratiquement, d'instaurer une dictature. À ce moment-là, ils l'ont fait sciemment. Mais moi, je continue à lutter avec toute l'énergie que je peux encore avoir, parce que je suis persuadé que bon nombre de ceux qui vont voter pour ces gens-là n'ont pas vraiment compris ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois que le travail politique à faire, notamment d'ici samedi, c'est ouvrir les yeux de tous ceux qui ont tendance à voter par habitude pour la bonne mine de tel ou tel, ses bonnes manières, qui se laissent prendre à des tas de promesses, souvent qui n'ont rien à voir avec, en l'occurrence, ce que peut faire un député, puisqu'il ne s'agit pas d'élections ni municipales ni régionales, mais bien d'élections où on envoie quelqu'un nous représenter au Parlement français. Bien tous ceux qui se laissent prendre à ça, moi je crois qu'il faut absolument qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils se rendent compte qu'il y a une stratégie derrière ça. Le maire de Schellcher ne va pas à l'Assemblée nationale, il n'a pas été désigné pour ça, pour véritablement promouvoir une politique qui serait absolument nouvelle par rapport à ce qui existe et par rapport à ce qu'il fait déjà, mais tout simplement parce qu'il est l'instrument de Ensemble pour une Martinique Nouvelle et du patron de Ensemble pour une Martinique Nouvelle, un instrument parmi d'autres de conquête du pouvoir absolu. Vous voyez, ça a été la technique utilisée pour les sénatoriales, il fallait prendre les 2 sièges de sénateurs. On a fait se convertir au PPM quelqu'un qui n'avait jamais été PPM du vivant de Césaire, à savoir M. Serge Larcher. Bon, on a poussé M. Antiste à rentrer dans la même configuration, la même coalition, et maintenant vous avez 2 sénateurs qui sont aux ordres du patron de Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Et l'opération aujourd'hui, c'est essayer d'avoir les 4 députés. Bon, maintenant, il n'y a plus de risque sur 3 circonscriptions. Bien, je pense que dans le Nord, Nestor Azéo a fait la preuve qu'il était capable d'aller bien au-delà de sa ville de Sainte-Marie. Il a fait ses preuves. C'est un jeune, donc c'est important, mais en même temps, c'est un jeune qui a déjà fait ses preuves. Vous voyez, il est dans cette situation du jeune politique, du jeune tout court, qui a fait ses preuves et qui a démontré qu'il est capable de servir les intérêts, pas seulement de sa commune où il a fait beaucoup, mais des intérêts du Nord, qu'il connaît très bien, et de la Martinique. Nous le soutenons et nous avons noté qu'il était très déterminé lui aussi à faire en sorte de barrer la route à la tentative hégémonique que nous dénonçons.
À Fort-de-France, on s'achemine vers une victoire de Serge Letchimy. Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est une victoire qui n'est pas glorieuse. Elle n'est pas encore acquise. Et là aussi, je pense que, vu l'abstention énorme qu'il y a sur Fort-de-France, il y a des réserves de voix pour tous ceux qui, même s'ils ne sont pas des électrices et des électeurs habituels de Francis Carole, doivent comprendre qu'il y a une sorte de rassemblement de forces qui s'est opéré pour là aussi faire barrage. Et à Fort-de-France, ce n'est pas simplement barrage à la tentative hégémonique sur la Martinique, c'est également sur Fort-de-France. Et puis c'est une sanction aussi. Une sanction qui doit se manifester, sanction sur ce qui s'est passé à Fort-de-France. Voilà quelqu'un qui s'était engagé, je suis bien placé pour le dire, en 2001. L'engagement qui avait été pris entre lui et moi, c'était lui s'occupait de la mairie et moi je continuais l'action de rassemblement. J'ai encore l'accord que nous avons signé en bonne et due forme et sur lequel on a voté. Car c'est comme ça que les choses se sont passées. Après, on a essayé de raconter que Césaire avait désigné. Césaire et Aliquet ne sont même pas venus le jour de la désignation des candidats. On a fait voter à main levée, et ça s'est fait à l'unanimité sur un accord de répartition. Il n'a pas respecté cet accord. Il devait s'occuper de la méthode. Non seulement il n'a pas respecté dès le départ, c'est très rapidement il est allé à la députation, mais ensuite il a quitté la ville de Fort-de-France. Et puis maintenant il parle de revenir. Bon, il y aura une loi sur le cumul des mandats. De toute façon, il ne pourra pas être à la fois président de région, maire de Fort-de-France, parlementaire, ou demain président de l'exécutif. Par conséquent, aujourd'hui, qui sait ce qu'il fera? On a vu la situation de Fort-de-France. Est-ce qu'on peut continuer à laisser Fort-de-France se dégrader de la sorte? Puis on a vu la région, ils font des gorges chaudes parce qu'ils font de la communication avec d'ailleurs des cabinets grassement payés venus d'ailleurs. Puisque pratiquement tous leurs cabinets conseils, en audit, en communication, etc., c'est des cabinets qui viennent de l'extérieur, eux qui parlent de favoriser l'emploi local et les cadres locaux. Bien, c'est un échec en réalité, cette politique-là. C'est beaucoup de bruit, on annonce 5000 emplois, et alors que la situation s'aggrave, on dépasse les 25% de chômeurs. On a retrouvé le taux de chômage d'il y a 10 ans, et ça va aller en s'aggravant. J'ai entendu un dirigeant du BTP dire qu'il y a 5000 emplois en danger à l'heure actuelle dans le BTP seulement. Donc c'est un désastre. Alors on nous annonce un deuxième plan de relance, mais on sent bien que c'est au beau milieu de la campagne électorale. Tout ça, ça fait partie de la tricherie quotidienne de ces gens-là, et par conséquent il y a échec. Donc moi j'appelle sur Fort-de-France à sanctionner la politique menée à Fort-de-France, sanctionner le lâchage de Fort-de-France. Fort-de-France qui aujourd'hui est en déliquescence. Moins de 90 000 habitants, les gens fuient, les commerces du centre-ville connaissent un désastre, des liquidations tous les jours. Et c'est vraiment une ville capitale qui est dans une situation lamentable. Et les seuls équipements qui peuvent faire valoir sont les équipements que le Conseil général a réalisés sous ma mandature, notamment ce qu'ils appellent le Malécon ou la gare routière de Fort-de-France. C'est ça la réalité. Et ce n'est pas une tour qui est comme une verrue là, à l'entrée de Fort-de-France et qui est certainement qui sera un désastre financier et surtout sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, beaucoup d'enquêtes à mener et qui n'a certainement pas créé beaucoup d'emplois en Martinique et qui ne va pas apporter grand-chose à la Martinique. Ce n'est pas ça qui suffit à racheter tout le reste. Quand je pense à tout ce qui avait été promis depuis 2001, même pas la Fontaine-Guédon. Fontaine-Guédon, que le maire avait présenté comme un patrimoine qu'il allait mettre en valeur, etc. Allez voir l'état de la Fontaine-Guédon, n'a même pas pu rénover ce patrimoine-là. Donc, je pense qu'il y a une sanction pour ce qui s'est passé dans Fort-de-France. Une sanction également pour l'action menée à la région. Une sanction pour l'action menée au Conseil général que l'on met sous tutelle de la région au lieu de préparer vraiment une addition, une jonction des deux collectivités, ce que les Martiniquais ont voté, et puis une sanction pour une certaine conception de la politique, une manière de faire de la politique qui ne sème pas la confusion et qui n'entraîne pas une image aussi dévalorisante d'élus que l'on achète
hein, que l'on achète quelquefois en embauchant qui progéniture, qui apparenté, etc., on débauche en embauchant. On est même allé jusqu'à débaucher des élus du RDM, hein, avec ce type d'avantage. C'est lamentable et ça continue. Tous les élus du RDM sont approchés, même entre les deux tours. Vous croyez que c'est ça une image valorisante de la politique? Alors, je pense que tout ça est une sanction et il faut que les citoyennes et citoyens de Fort-de-France aillent aux urnes et contrairement à ce que vous pensez, les choses peuvent encore s'inverser. Les maires de Saint-Joseph et de Ducos font-ils toujours partie du RDM? Mais non, je crois que de toute façon, leur comportement n'aurait pas permis, comme le comportement de M. Lavener, qui nous a fait perdre le Conseil général et ensuite les sénatoriales, n'aurait pas permis qu'ils demeurent au sein de cette formation politique. Ils ont fait un mal considérable à cette formation politique et un mal considérable à la Martinique, et par conséquent, ils sont disqualifiés, mais sans aucune gêne. Ils ont basculé, sans aucune gêne. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que au moins l'Avenir a envoyé une lettre de démission pour prendre de court, hein, l'exclusion dont il faisait déjà l'objet, la possibilité d'exclusion dont il faisait l'objet. Alors, il a eu le temps d'envoyer sa lettre de démission. Au moins, bon, on peut dire qu'il a fait ça. Mais les deux autres dont vous parlez n'ont jamais envoyé la moindre lettre de démission. On a appris par les zones qu'ils ne faisaient plus partie. Et alors, celui de Ducos, c'est encore plus lamentable, puisque une semaine après que je l'ai mis en garde contre le fait qu'on le prenait dans un piège. Donc j'avais voulu le ménager en disant attention, il y a un piège. Et je savais exactement la nature de l'opération qui était menée pour le pousser à se présenter, tout en sachant qu'il irait au désastre, mais c'était pour gêner la candidature du candidat RDM Eugène Larcher. Eh bien, il a prétendu que ce n'était pas vrai, et une semaine après, il caracolait déjà partout dans les bras des gens de l'ensemble pour une Martinique Nouvelle, et il bavait sur le parti dont il a été un des membres fondateurs, et qui plus est, il a osé me présenter comme quelqu'un de dépassé, etc., alors qu'aux dernières élections, il me demandait de venir parler pour lui, et Dieu seul sait si, avec mes amis, on a ramé pour lui, vu les difficultés dans lesquelles il se trouvait face à un candidat PPM. Alors ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est qu'il a fait tout ça, et que nous avons tous entendu, dans une conférence menée par le néo-PPM et ses amis de l'Alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle, on a entendu vilipender celui qui a trahi pour aller avec eux. Ils l'ont même traité de mouton, etc. C'est-à-dire que vraiment, il a trahi, et le salaire est un salaire un peu dur à avaler, quoi. Bon, mais ça, c'est son problème. Je pense qu'il faut que les Martiniquais, maintenant, sanctionnent tous ceux qui se comportent comme cela et réclament désormais que les hommes politiques se respectent et respectent la population martiniquaise. 2 Guadeloupéens, une Guyanaise au gouvernement, toujours pas de Martiniquais. Est-ce désolant? Moi, je ne considère pas comme un drame de n'avoir pas de ministre originaire de tel ou tel département. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément toujours un élément extrêmement profitable. La preuve, bon, la Guadeloupe a eu Mme Pinchard, elle était bien placée, elle était ministre plein de l'Outre-mer. Est-ce que la Guadeloupe est dans une situation enviable pour autant? Bon. Donc, je me mets en garde contre cela. Mais c'est vrai qu'on peut dire que depuis un certain nombre d'années, il y a eu plusieurs Guadeloupéennes ou Guadeloupéens, et qu'en Martinique, il n'y a eu personne. En ce qui me concerne, on sait qu'en 1988, Michel Rocard m'avait proposé d'entrer au gouvernement comme ministre délégué à la santé. À l'époque, bon, après en avoir discuté, plus exactement, après avoir consulté le secrétaire général
du PPM Camille Darcière, qui avait donné un avis négatif. Et parce que moi-même, je considérais qu'il y avait des avantages et des inconvénients, hein, sans obéir à un dictat, mais conscient que je n'étais pas non plus poussé à accepter, j'ai considéré qu'il valait mieux jouer collectif que jouer perso. Et je n'ai pas accepté. Donc les choses sont claires à cette époque-là. Voilà pourquoi on n'a pas eu, en 1988, un Martiniquais membre du gouvernement. Depuis, il n'y en a pas eu, mais je pense que si Serge Letchimy avait donné une autre image de son comportement politique, parce que il ne faut pas croire que ce comportement basé sur la confusion, ce comportement qui a consisté pendant plusieurs années à entretenir des liens avec une équipe à l'Élysée qui le soutenait, en même temps qu'il entretenait des relations avec les socialistes auxquels il était apparenté à l'Assemblée nationale, pas croire que ça lui a donné une image si valorisante que ça. Parce que sinon, il aurait été au moins invité, lui aurait au moins proposé d'entrer au gouvernement. Alors je sais bien qu'il dit qu'il a des propositions, il ne cesse, paraît-il, d'avoir des propositions, ce qui est quand même assez extraordinaire. Parce que s'il en a eu beaucoup, ça veut dire qu'il en a eu beaucoup sous Sarkozy, ce qui ne fait que confirmer ce qu'il refuse de reconnaître, que tout le monde sait, notamment à Paris, à savoir les relations étroites qu'il a entretenues avec certains collaborateurs de Nicolas Sarkozy. Nous tous, nous avons constaté cela, et ce qui lui a apporté d'ailleurs un certain nombre d'aides pour réaliser un certain nombre de ses projets. Et je trouve même que avec de tels soutiens sous la mandature de Nicolas Sarkozy, les résultats pour la Martinique sont bien maigres.